Salut la compagnie. Aujourd'hui, je vais vous parler de créer un historique lisible et pérenne. L'objectif n'est pas de discuter de l'utilité d'un historique qui soit lisible, mais plutôt de voir comment mettre en œuvre des commits, et des messages de commits en particulier, qui soient, eux, utiles justement à la lecture, donc pour vous comme pour vos collègues. Très rapidement, donc, un historique comme celui que vous voyez à l'écran actuellement n'a pas vraiment de valeur ajoutée puisque les messages n'apportent pas d'informations utiles sur leur contenu ni sur le projet à proprement parler. Il est beaucoup plus intéressant d'avoir un historique qui soit structuré, alors indépendamment des branches, mais surtout dont les messages de commit en fait donnent des informations qui sont utiles avec du coup certaines contraintes qu'on aura mises en place au sein de ces messages de commit. Donc, si on fait un pas en arrière et qu'on s'interroge, de quoi a-t-on besoin pour obtenir ces messages de commit? On a besoin donc de définir une convention, tant qu'à faire. Cette convention elle dépendra en fait de vos projets, donc de ce que vous traitez au sein de vos projets, mais de manière générale, on peut utiliser quelque chose qui serait assez généraliste en fait comme convention, puisque très souvent en fait on traite des mêmes types de sujets, des mêmes types de fonctions en tout cas au sein de nos commits et au sein de nos projets informatiques. Donc pour ça, il y a différentes conventions qui existent. Il y en a une qui vise à être un petit peu généralisée puisqu'elle est très normée et qui s'appelle le Conventional Commit, dont vous retrouverez d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo. Et donc ce Conventional Commit, comme d'ailleurs les autres normes, comment le mettre en place au sein d'une équipe, au sein des projets? L'objectif, ce sera donc, pour nous en tout cas, de valider d'une part la structure, la syntaxe de nos messages de commit. Donc est-ce que la structure du message répond bien aux contraintes qu'on souhaite en tout cas mettre en place, et si jamais ces contraintes ne sont pas respectées, on va espérer, en tout cas on souhaite que le commit ne soit pas produit et que la personne qui réalise ce commit soit arrêtée dans son commit. Donc là on va utiliser notamment Husky comme outillage, mais on va surtout utiliser les hooks-git pour pouvoir analyser ce message et donc stopper le processus. Et d'autre part, on va essayer aussi d'accompagner en fait, puisque là l'analyse après coup c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas être assisté avant, c'est-à-dire au moment de la rédaction du message? C'est-à-dire que si on ne connaît pas la syntaxe, si on ne connaît pas les mots-clés ou ce genre de choses à renseigner au sein de notre message de commit, idéalement on aimerait bien avoir un petit assistant qui nous aide pas à pas à mettre en place ces messages de commit propres. Pour faire tout ça, on va utiliser des outils tels que ceux que j'ai déjà énoncés, à savoir donc les hooks-git en premier lieu, mais comme les hooks-git, la mise en place pour le partage est compliquée, on va utiliser un utilitaire qui s'appelle Husky, pour lequel on a déjà une vidéo qui est disponible, ainsi qu'un article qui détaille la mise en place. Et on va utiliser donc ce hook de commit MSG. Donc le commit MSG va prendre en entrée le message qui a été renseigné, nous permettre de l'analyser. Et ensuite, selon si on fait une sortie d'erreur, enfin si on fait un code retour en erreur ou pas, on pourra stopper le commit et éventuellement faire notre affichage si on a besoin, donc sur la sortie dans le terminal ou dans un éditeur graphique, si jamais vous êtes dans un éditeur graphique. Et d'autre part, donc, on va utiliser deux outils, donc un pour l'analyse syntaxique, qui va donc prendre le message, analyser le message et dire si oui ou non ça répond aux contraintes. Cet outil s'appelle commitlint, c'est un module NPM, on va voir également son installation et sa mise en œuvre. Et on va regarder un autre outil, le dernier outil, qui va être l'outil d'assistance à l'écriture cette fois-ci, et qui s'appelle Commitizen, qui nous permettra donc à terme au lieu de taper git commit, on va pouvoir taper soit npx cz, voire git cz selon la manière dont on l'aura installé, ou cz tout court, et qui lancera donc ce petit wizard qui fera le commit pour nous en fait, avec une sorte de pas à pas en fait, pour renseigner correctement les différentes informations. Avant de passer aux installations, on va commencer par regarder le détail en fait du format qu'on attend au sein de notre message de commit pour répondre à la convention Conventional Commit. Donc l'objectif en fait c'est de déterminer ce qui est pertinent en fait d'écrire pour retranscrire une information utile au sein de notre message par rapport au travail qu'on a fourni au sein du commit. Donc la première chose c'est d'expliquer quelle est la fonction du commit, et donc
Pour ça, on va utiliser une clé nommée type ici. Et ce type, en fait, il va exprimer une valeur parmi une liste qui est rendue disponible pour le commit conventionnel, donc conventional commit. Donc, est-ce que c'est une fonctionnalité? Est-ce que c'est le développement ou l'ajout d'une fonctionnalité? Est-ce que c'est un correctif de bug? Est-ce que c'est de la documentation? Est-ce que c'est de la configuration? Voilà, donc il y a tout un tas de valeurs qui seront disponibles. Ensuite, on va pouvoir fournir éventuellement, donc ça c'est en option, un contexte. Donc si vous voulez indiquer de quelle fonctionnalité par exemple il s'agit, si vous avez mis donc en type pour le dire que c'est une fonctionnalité, donc c'est fit comme feature, donc F-E-A-T. Et donc vous pourriez renseigner de manière concise du coup la fonctionnalité concernée. Ensuite, on va avoir donc le contenu, donc la description concise en première ligne de ce que représente le commit. Donc là, l'objectif, c'est de vraiment faire un message qui soit court pour que lorsque vous allez afficher votre log, la première ligne donc, qui va être affichée dans votre log dans Git soit du coup utile et renseigne l'essentiel de la fonction du commit. Donc là, vous avez une limite du nombre de caractères qui va être définie. Et en général, on nous recommande d'utiliser le mode impératif. Alors le respect du mode impératif, c'est difficile, ils ne peuvent pas le parser correctement, en plus ça dépend de la langue que vous utilisez pour l'écriture. Le fait est que voilà, on va pouvoir contraindre la longueur à minima. Ensuite, on a un solding qui est attendu et on va pouvoir éventuellement rajouter donc, du coup un corps de message, donc à savoir une description plus longue, plus détaillée de ce qu'on a réalisé au sein du commit. Si jamais vous en avez besoin, c'est vraiment un élément qui est optionnel. Et ensuite, encore en élément optionnel, on va pouvoir ajouter donc un footer. Et dans ce footer, on va pouvoir, par exemple, renseigner la fermeture, le traitement d'un ticket dans un système de gestion de projet ou autre. Donc si je prends l'exemple de GitHub, on a la possibilité de référencer l'information qui est que le commit renseigné ici ferme la fonctionnalité, enfin termine le ticket en fait qui était décrit dans les issues GitHub et qui aurait le numéro, l'identifiant 14. On peut encore aller plus loin et on peut renseigner également donc en footer la notion de breaking change. Donc si vous mettez ces mots-clés en majuscule avec une description du changement majeur, en fait vous allez indiquer en fait que le commit ici vient terminer un changement important au sein de la codebase, donc du code et de l'outil, du programme que vous développez. Et à ce moment-là, donc ça peut déclencher d'autres événements. Je vous parlais là des calculs automatiques de numéro de version. Donc là, typiquement, si on suit une autre convention qui s'appelle le semantic versionning, là, pour avoir un numéro de version logicielle qui soit sur 3 niveaux, eh bien ça modifierait le premier niveau, donc le niveau majeur. Voilà pour la structure des messages qu'on va devoir rédiger pour notre historique Git. Maintenant, on va procéder à l'installation des outils et ensuite on verra du coup leur utilisation. On procède maintenant à l'installation de commitlint, donc qui va analyser les messages renseignés et interdire le commit si jamais il y a un souci. Donc pour installer commitlint, il s'agit d'un module npm, donc on va pouvoir faire un npm install -save-dev pour l'installer uniquement en mode développement, donc pour ne pas polluer le build de production si jamais on est sur un projet JavaScript. Et donc on va aller chercher deux choses. On va aller chercher commitlint/CLI, qui est vraiment l'outil en soi qui va récupérer le message et regarder si les règles sont respectées. Et ensuite on va aller chercher, pour ce qui nous concerne ici, un autre module qui va être celui des règles de conventional commit. Donc là, j'insiste, il y a d'autres modules qui existent que vous pouvez mettre à la place justement avec commitlint. Si vous faites du Angular, si vous faites du Jira ou ce genre de choses, vous avez la possibilité donc, de renseigner des modules qui existent. Et sinon, à défaut, si vraiment vous êtes sur quelque chose de très particulier avec vos propres contraintes, vous pouvez créer et énoncer vos propres contraintes à commitlint. Donc pour l'instant, donc moi ce qui m'intéresse c'est commitlint et config-conventional. Et quand tout ça sera installé, on va pouvoir dire à commitlint d'aller chercher justement cette configuration. Donc on va définir le fichier de configuration pour commitlint au format JavaScript. Donc je vais éditer un fichier commitlint.config.js. C'est le nom qui est attendu par commitlint. On utilise le format JavaScript parce qu'il est plus souple et il nous permet de faire des commentaires. On va lui renseigner un module.export et ce module.export,
il s'attend à une clé ici qui va être extends pour pouvoir charger justement cette configuration qu'on a installée. Et on va donc lui renseigner donc le @commitlint /config-conventional. Voilà. Donc là, ma configuration est prête. Commitlint, en quelque sorte, est prêt. Maintenant, il n'est pas en mesure de s'exécuter tout seul au moment où on fait nos commits. Donc c'est là qu'on va devoir faire appel au hook git, et plus exactement, on va appeler Husky, qui est un autre module NPM qui est déjà installé sur le projet et qui va faciliter justement le partage de ces hooks. Donc pour mettre en place Husky, donc Husky est déjà en place sur ce projet, vous pouvez suivre notre autre screencast sur le sujet si ça vous intéresse. Et donc quand on l'a déjà en place sur le projet, on va pouvoir lui dire npx husky add, et on va lui demander d'ajouter donc le hook de commit msg. Donc c'est dans le cycle de vidéo, c'est ce hook là qui va se déclencher quand le message sera déjà renseigné, mais avant de finaliser le commit. Donc là, c'est à ce moment-là que commitlint va intercepter le message, il va l'analyser et soit il fera une sortie d'erreur pour pouvoir stopper le processus, soit il laissera passer si c'est bon pour lui. Et donc là, on va charger donc l'appel à notre script qui est commitlint avec un npx-no-install de commitlint, et comme il est censé récupérer un paramètre qui est le message, on va passer une option qui est -edit et le $1 qui est justement le moyen de récupérer ce message qui lui sera passé. Donc là, si je résume, on a installé les modules, donc commitlint et conventional commit. On a défini la configuration justement pour avoir cette passerelle et charger la bonne configuration pour commitlint, et on a défini avec Husky l'appel à commitlint lorsque le message est renseigné dans le commit. D'accord ? Donc toutes ces modifications-là sont vouées justement au sein du projet à être partagées. Donc ajouter ces fichiers package, log, package.json, Husky commit msg et commitlint config. Comme ça, vos collègues, quand ils récupéreront cette mise à jour au sein du projet, ils feront juste un npm install et tout sera déjà en place. Donc pour la suite, en fait, au sein de leur projet, en tout cas sur la branche qui contiendra ces éléments, ils auront bien ce mécanisme qui systématiquement tournera dès qu'ils feront un commit. Donc, alors c'est l'occasion aussi pour moi de vous montrer, de vous faire une petite démonstration, c'est-à-dire que comme on s'apprête à committer, on est censé justement avoir le déclenchement de commitlint. Donc je vais renseigner volontairement un message qui ne répond pas aux contraintes justement du conventional commit, et je vais faire ajout de commitlint. Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le terminal, et en l'occurrence, c'est commitlint qui s'est exécuté. Il nous a dit voilà l'entrée que j'ai eue, c'était ajout de commitlint. J'ai pas trouvé de sujet, j'ai pas trouvé de type, donc j'ai trouvé deux problèmes, ce qui fait que j'ai stoppé le processus et le commit n'est pas réalisé. Si je refais un git status, vous allez voir, mes éléments qui étaient ajoutés ne satisfont pas les contraintes, donc ça ne marche pas. Donc si vraiment je voulais pouvoir valider ça, il faudrait que je satisfasse donc ces conditions. Donc si je fais un git commit-m et que je dis, donc cette fois-ci ça va être du chore, et je vais dire add and setup commitlint, on renseigne bien les contraintes du conventional commit. Je vous rappelle que le corps du message et le footer sont optionnels, et donc à ce moment-là, il va analyser, mais tout s'est bien passé, donc ça a traversé. Et donc si je regarde mon log, on se retrouve avec mon commit qui apparaît bien, donc tout roule, tout est parfait, on peut passer à la suite. Donc la suite c'est quoi ? La suite c'est la mise en place de Committizen. Donc la mise en place plus exactement d'un outillage qui va nous permettre d'être accompagné dans la saisie de ce message, puisque comme je vous disais, le type, l'ensemble des clés qui sont disponibles au sein du message, ou en tout cas les contraintes de rédaction du message, on ne les connaît pas forcément. Donc imaginez, vous êtes nouveau dans une équipe, vous arrivez sur un projet, on vous dit par contre on a une convention, c'est conventional commit, il faut que tu répondes à ces contraintes-là quand tu écris tes messages de commit. Sauf que la personne étant nouvelle, elle ne connaît pas toutes ces contraintes, et à moins d'avoir un papier systématiquement avec des notes à côté qui lui dit alors il faut que tu répondes à telle contrainte, ça devient compliqué.
Et donc on va passer par, comme je vous le disais, cet outil qui s'appelle Commitizen. Donc Commitizen, c'est un module NPM également, et on va l'installer comme le reste avec un npm install. Donc comme tout à l'heure, on va venir installer tout ça en mode développement uniquement. Et donc on va charger ce module qui s'appelle Commitizen. Et Commitizen, donc on va devoir lui indiquer cette fois-ci une passerelle avec Commitlint, simplement pour qu'il utilise la même configuration, les mêmes règles au niveau du coup de la rédaction des messages cette fois-ci, pour pas qu'il y ait d'incohérence et pour pas que Commitlint vienne couiner derrière en disant ah, attention, ce que tu as fait avec Commitizen, ça marche pas. Donc cette passerelle, c'est Commitlint qui l'a fournie, et il l'a fournie donc avec un autre module qui s'appelle CZ Commitlint. Quand tout ça est installé, on va devoir donc renseigner cette configuration, en tout cas renseigner cette passerelle entre Commitizen et Commitlint. Donc cette fois-ci, c'est Commitizen qui va aller lire une configuration donnée. Et Commitizen, contrairement à Commitlint, ne fournit pas de fichier de configuration propre, qui lui est propre. Donc on va aller éditer le package.json et on va rajouter donc des clés ici, donc une clé config. Dans cette clé config, on va rajouter, je vais fermer directement ça, voilà. Dans cette clé config, on va venir rajouter une autre clé qui va être Commitizen. Et pour Commitizen, donc on va renseigner cette fois-ci une valeur qui va être le path et qui va prendre le chemin, enfin le nom du module concerné, donc à savoir commitlint /cz-commitlint. Donc là, notre configuration est prête. Il ne nous reste plus qu'à partager finalement cette configuration avec les membres de notre équipe. Donc même chose que pour Commitlint, on va donc ajouter tout ça et créer un commit en vue de le partager sur ce projet. Vous noterez donc qu'il n'y a pas d'éléments supplémentaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passerelle avec Husky, puisque Husky c'est juste pour Commitlint, c'est-à-dire que c'est juste les hooks ne nous permettent qu'une chose, c'est de détecter que le message a été renseigné pour l'analyser. Maintenant, pour ce qui est de committer, on ne va pas réécraser le comportement de git commit, on va plutôt appeler, lorsqu'on en aura besoin, npx-cz sur le projet qui va nous permettre de lancer l'assistant. On peut également rajouter un script dans notre package.json qui dirait commit, auquel cas on ferait un npx commit qui fonctionne, npm run commit pardon, qui fonctionnerait. Également, il y a un autre procédé qu'on ne voit pas ici, qui est la mise en place de Commitizen au global sur votre machine, et qui vous donnerait à ce moment-là accès à git cz comme commande, plutôt que npx cz ou cz. D'accord ? Donc là, moi, je vais utiliser npx cz, mais avant ça, je vais ajouter donc mes fichiers de configuration, je vais ajouter la totale. Donc une fois que j'ai tout ajouté, je vais non pas faire un git commit, mais je vais faire, donc, comme je vous disais, un npx cz pour vous montrer l'assistant. On va dire que je suis le stagiaire arrivé depuis hier dans la boîte et on m'a demandé de faire des choses, donc je vais faire mon premier commit, je ne connais pas les structures, donc je lance l'assistant pour être aidé dans ma rédaction. Cet assistant, il va me poser une série de questions. Donc la première, c'est quel est le type de modification que je suis en train de réaliser. Donc là, en l'occurrence, par rapport, vous voyez, on a des descriptions qui sont proposées pour chacun des mots-clés. Ça va être du chore, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui touche ni au build ni aux sources à proprement parler. C'est de l'outillage dans un cadre plus large. Il n'y a pas de contexte, il me pose la question sur le contexte du changement. En l'occurrence, je n'ai pas de contexte puisque là, on est vraiment sur la globalité du projet. Et là, on va renseigner donc notre description concise et on va dire donc add and setup Commitizen. Il me propose de renseigner une description plus longue. En l'occurrence, j'ai rien d'autre à dire, donc je vais faire entrer. Est-ce qu'il y a des modifications importantes? Non, ça ne casse rien. Est-ce que ça remplit un ticket que j'avais dans un outil de gestion de projet par ailleurs? Donc là, je pourrais dire oui et renseigner quelque chose. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai bien répondu aux questions et il a donc réalisé le commit qui fait chore /add and setup Commitizen. D'ailleurs, je le vois si je fais mon log.
on a bien mon commit qui a été réalisé, et vous noterez que commitLint n'a pas queené, hein. commitLint s'est quand même exécuté, il a analysé le message, mais il a vu qu'il n'y avait aucun problème, donc il a laissé passer. Donc si je résume tout ça, on a commitLint qui vient analyser le message qu'on a renseigné, pour voir si on est bon, mais ça c'est seulement une fois le message renseigné, et on a commitizen qui potentiellement, si de temps en temps on en a besoin, ou peut-être même tout le temps, nous permet de lancer, ici en tout cas depuis le terminal, un assistant qui va nous aider à la rédaction de ces contenus. Donc si on résume un petit peu tout ça, l'objectif de ces outils, c'est de venir nous assister dans la création de commits de qualité. C'est-à-dire que là, sur ce sujet-là, c'est produire un message de commit qui soit clair, précis, utilisable. Alors ça ne nous empêche pas dans la description courte de renseigner n'importe quoi, mais voilà, on a en tout cas une base qui nous rappelle que ce serait bien de créer des messages qui ont du sens et qui sont utiles pour le projet, et en particulier donc pour nos collègues. Je vous l'ai dit, ça permet aussi, l'utilisation en tout cas de cette structure-là, du conventional commit, nous permet d'utiliser d'autres outils par ailleurs qui nous permettraient par exemple d'automatiquement générer des numéros de version, des notes de version, un changelog et ce genre de choses, voire de publier automatiquement ces choses-là. Donc c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je vous invite à être curieux, je vous invite également à regarder un petit peu ce que vous pouvez faire de plus pour améliorer la qualité de vos commits, donc que ce soit au niveau des contenus, que ce soit au niveau donc, du format des contenus, que ce soit également au niveau des noms de branches, ce genre de choses, tout ce que vous pouvez faire localement déjà qui permet d'avoir un gage de qualité avant de partager, c'est bienvenu au sein de vos projets. Et comme vous pouvez le voir, là c'est du travail sans effort, c'est-à-dire que on a installé, ça nous a pris un petit peu de temps pour installer les modules, maintenant c'est en place sur les projets. Donc vous avez grosso modo une seule chose à faire, c'est ajouter l'outillage qui vous intéresse, et après dans votre projet, tout ça est automatisé grâce au Git. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos justement sur le sujet avec tout ce qui est automatisation de la qualité autour des commits, à partager, éventuellement à nous dire s'il y a des choses que vous aimeriez voir en plus. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.